Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Confrontée à la fois à la menace russe et au désengagement américain, l'Europe veut se réarmer. Pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le temps des illusions est révolu. L'Europe est appelée à prendre en charge sa propre défense de manière plus importante, non pas dans un avenir lointain, mais dès aujourd'hui. Allemagne, Pologne, France, les pays européens ont sensiblement augmenté leurs dépenses militaires depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, mais le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses injonctions à investir davantage dans leur défense ont ajouté un sentiment d'urgence. Alors l'Europe peut-elle assurer sa défense sans les États-Unis ? Daphné Benoît, chef du service international à l'AFP, et Léo Peria-Peigné, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, nous répondent. Sur le fil. Ça fait 70 ans qu'en Europe, on se repose en fait beaucoup sur les États-Unis pour garantir notre sécurité. Léo Peria-Peigné, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Les États-Unis sont présents en Europe avec des dizaines de milliers d'hommes, du matériel parfois assez pointu. Il y a une base de défense antimissile balistique en Pologne qui a été ouverte il y a quelques années, qui est quelque chose qui n'existe pas en Europe, entre les mains des Européens. Donc, on compte sur eux pour nous défendre face aux Russes, en oubliant que les Américains peuvent avoir leur propre agenda, qui n'est pas forcément toujours aligné avec celui de l'Europe. Ils peuvent aussi avoir des périodes d'isolationnisme, comme on le voit aujourd'hui, qui fait que ce ne sont pas forcément des partenaires fiables. Donc, il y a un réveil qui a l'air de se faire en ce moment, heureusement, parce que si le réveil n'arrive pas maintenant, il n'arrivera jamais. Il arrivera trop tard, à savoir quand les Russes seront entrés dans les pays baltes, parce qu'ils estimeront que l'Europe est trop faible et qu'elle ne réagira pas. Donc là, l'idée, c'est pas de se préparer à la guerre, c'est d'éviter d'être dans une posture de faiblesse qui incite les Russes à nous attaquer d'ici quelques années. Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la question d'une défense européenne est revenue au cœur de l'actualité et des agendas des États européens. Écoutez Emmanuel Macron lors de son allocution début mars pour annoncer les investissements nécessaires dans la défense. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Il s'agit, sans plus tarder, de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Européens. Une enquête Ipsos a été menée au lendemain de cette allocution. 68% des Français et des Françaises étaient favorables à une augmentation du budget consacré à la défense. Alors, à la faveur de la guerre en Ukraine et de cette invasion russe qui a commencé en février 2022, eh bien, il y a eu un vrai réveil stratégique de l'Europe après de longues années de sommeil un petit peu, parce qu'on se laissait bercer par les dividendes de la paix depuis la fin de la guerre froide. Daphné Benoît, chef du pôle international à l'AFP. Et là, on a clairement assisté à un sursaut avec une aide militaire massive à l'Ukraine, une vraie mobilisation des pays européens en faveur de Kiev, et puis avec des budgets défense en hausse, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Il y avait pas mal de pays européens qui n'atteignaient pas le seuil des 2% de dépenses de défense de leur PIB. Et bien là, en fait, l'année dernière, l'ensemble de la trentaine de pays européens qui composent l'OTAN a atteint ce seuil de 2% du PIB. Donc on voit bien qu'il y a eu un vrai sursaut. Notamment l'Allemagne qui était très en retard sur les dépenses d'armement pour des raisons évidemment historiques. Eh bien Olaf Scholz, le chancelier allemand, peu après le début de la guerre en Ukraine, a décrété qu'il fallait absolument se remettre à niveau et a annoncé 100 milliards d'euros de dépenses de défense pour l'Allemagne. Et d'ailleurs, le nouveau chancelier élu, Merz, a annoncé aussi des dépenses de défense considérables pour les années à venir. Nous voulons mettre en place un programme d'urgence financé par le crédit, un fonds spécial de 500 milliards d'euros pour les 10 prochaines années, à partir duquel ces investissements nécessaires seront réalisés. La Pologne consacre désormais 4,5% de son PIB à sa défense. La France prévoit, elle, d'y consacrer 3 à 3,5% les prochaines années. Et pour encourager ces investissements européens, un plan de 800 milliards d'euros a été annoncé par la Commission européenne. J'ai demandé à Daphné Benoît de nous expliquer en quoi elle consistait. Ces 800 milliards d'euros annoncés pour l'effort de défense européen, alors ce n'est pas tout à fait du cash qu'on met sur la table. Il y a un premier volet de 150 milliards d'euros qui sera dédié à un prêt offert aux pays européens
qui veulent s'endetter pour financer leur défense. Les 650 milliards restants, en réalité, sont une estimation de ce que vont pouvoir dépenser les pays européens en défense grâce à finalement la sortie des dépenses de défense du calcul du déficit. C'est-à-dire il y a un seuil de 3% du déficit qui est autorisé par les règles européennes, mais là on a décidé qu'on sortait les dépenses de défense de ce calcul, ce qui va permettre une forme d'assouplissement en fait, et donc plus de dépenses de défense chez les Européens. En plus de la guerre en Ukraine, l'autre prise de conscience majeure pour l'Europe, c'est le désengagement des États-Unis. Allié historique de l'Europe, les États-Unis ont décidé, avant même le premier mandat de Donald Trump, sous l'administration d'Obama, que leur priorité stratégique était désormais de contrer la Chine et le danger qu'elle représentait pour Taïwan. Une tendance qui s'est depuis renforcée. Effectivement, à la faveur de la guerre en Ukraine, les États-Unis se sont de nouveau rapprochés de l'Europe pour offrir une aide puissante et commune à l'Ukraine contre la Russie. Avec l'arrivée de Donald Trump, on voit qu'il y a un vrai shift. Washington a décrété, depuis l'arrivée de Donald Trump, que l'Union européenne ne l'intéressait pas, sauf en termes d'échanges économiques. Donald Trump, pendant sa campagne présidentielle, a même déclaré que si les Européens ne payaient pas suffisamment pour leur défense, eh bien, il les laisserait se faire attaquer par la Russie. Mais concrètement, que craint l'Europe si elle ne peut plus compter sur son allié américain ? Alors, il faut bien se rappeler que les États-Unis offraient jusqu'à présent le parapluie nucléaire à la majorité des États membres de l'Union européenne. Seule la France et, à l'extérieur de l'UE depuis le Brexit, le Royaume-Uni sont dotés de cette arme nucléaire et peuvent l'utiliser de manière autonome. Les autres pays sont complètement dépendants de la protection nucléaire américaine. Par ailleurs, les États-Unis sont un énorme producteur d'armement et les Européens se tournent majoritairement vers Washington quand il s'agit d'importer des armes. Et cette tendance s'est même accrue depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon une étude parue cette semaine, l'Europe a augmenté sa dépendance à l'armement américain depuis 5 ans et les importations d'armes des États européens membres de l'OTAN ont plus que doublé ces 5 dernières années et dépendent à 60% de l'armement américain. Néanmoins, lentement mais sûrement, on assiste au réveil de l'industrie française de l'armement. Effectivement, des efforts ont été faits. Depuis 2022, il y a une vraie montée en cadence de la production d'obus en France, par exemple, où avant la guerre, on produisait 1000 obus par mois, et aujourd'hui, c'est 5000. Par ailleurs, le fabricant d'avions de chasse Dassault, il a pour objectif désormais de livrer 4 à 5 Rafales par mois à partir de l'an prochain, contre 2 par mois actuellement. Mais il y a un vrai sujet à la fois de masse et un sujet de rattrapage sur certaines capacités qui manquent, comme effectivement les munitions, les petits drones, les missiles. Par exemple, le fabricant européen de missiles MBDA, il ne produit que 50 missiles Scalp par an. Ce sont des missiles d'ailleurs qu'on a donnés à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie. Eh bien, pendant ce temps-là, les Russes, ils fabriquent 1200 missiles de croisière par an. Les Russes sont vraiment dans une économie de guerre. Ils consacrent 7% de leur PIB à l'effort militaire. On en est encore très loin. Mais c'est logique, parce que nous ne sommes pas en guerre contre un autre État. Pour le chercheur spécialiste de l'armement, Léo Peria-Peigné, pour que l'Europe parvienne à sortir de sa dépendance aux États-Unis, il faut mieux coordonner ses industries dans le secteur de la défense. L'Europe hérite d'une industrie de défense qui est historique, on va dire. Chaque pays a ou avait jusqu'à récemment des capacités plus ou moins développées pour produire des armes. Par exemple, vous avez quasiment un producteur de munitions de petit ou de gros calibre par pays. Vous avez une petite dizaine d'entreprises qui font des véhicules militaires. Vous avez au moins 3 modèles d'avions de combat. Vous avez une bonne dizaine de modèles de blindés, de systèmes d'artillerie. Bon, c'est effectivement une difficulté parce qu'on estime que si on doit faire la guerre, plus on sera uniformisé, plus le soutien logistique sera facile, moins on aura de difficultés dans le combat. Pour lui, la défense européenne existe déjà et est assez crédible, mais trop disparate.
pense que la défense européenne, elle est plutôt solide déjà. Quand on lit les Russes, quand on lit la littérature militaire russe, les Russes ont un mépris qui est politique pour l'Europe, mais je pense pas qu'ils se méprisent du point de vue militaire. Alors bon, si les États-Unis sont là, il n'y a pas de mépris du tout, mais même si les Européens sont seuls, d'autant plus que maintenant il y a eu un vrai regroupement, avec notamment l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, le potentiel militaire de défense européen, il n'est pas négligeable. Ce qui va nous manquer, ça va être un degré de coordination supérieur et surtout dégagé des États-Unis, une industrie de défense qui, mine de rien, peut et devrait être mieux intégrée autour de peut-être des plateformes moins nombreuses, moins variées et plus similaires. Et surtout, ça c'est peut-être en cours, une stratégie commune sur qui est notre ennemi, qui est une menace pour nous, pour qu'on soit tous à peu près d'accord sur de quoi on a besoin, en termes de capacité militaire, de matériel et de volume. Mais ça, il y a encore 4 ans, c'était extrêmement loin pour la plupart des gens. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu un sujet politique dans beaucoup de pays. Et ce sujet suscite des divisions, d'autant que les capacités financières des États sont limitées. Au sein de plusieurs pays européens, on craint que les dépenses militaires ne se fassent au détriment de dépenses sociales ou environnementales. En Espagne, le Premier ministre socialiste, Pedro Sánchez, se heurte à l'opposition de ses alliés, ce qui menace la coalition de gauche au pouvoir, et il se retrouve contraint de négocier avec la droite pour augmenter le budget militaire. En France, les syndicats craignent que l'âge de départ en retraite soit repoussé, tandis que la France insoumise, par exemple, dénonce un comportement va-t-en-guerre, au risque de manquer de fonds pour soutenir une transition écologique. Sur le fil revient lundi, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Je m'appelle Camille Kaufmann et je vous dis à bientôt.